Merci Suzanne, merci à vous tous, merci Régine pour l'invitation et toute l'équipe. Merci d'être là aujourd'hui. Lorsqu'on m'a approché pour venir vous parler, à ce qu'on m'a bien avisé d'appeler la Centrale des infirmiers du Québec, c'est ça? C'est bien ça? Non? Euh, vous voyez qu'on m'a briefé, mais j'ai perdu mes notes. J'étais heureux, pas seulement de venir parce que j'adore Saint-Hyacinthe, qui est la raison de votre présence également, pas seulement parce que cette deuxième journée de printemps nous incite à nous retrouver à l'intérieur d'une salle sans fenêtre. Nous avons beaucoup de mérite, et vous donc, d'être présente devant moi. Mais lorsque Régine m'a parlé du thème de votre congrès, j'étais de très, très bonne humeur. Très, très, très bonne humeur. J'ai dit, quelle bonne idée, et je suis content que vous ayez pensé à moi pour venir nourrir votre réflexion. Et puis, elle m'a donné ce document que vous avez tous eu, qui s'appelle « Le changement passe par nous, oser, agir, influencer ». Et là, j'étais de très mauvaise humeur. Très, très mauvaise humeur. J'ai lu ça, et plus je tournais les pages, et plus je soulignais en jaune tout ce qu'il y avait à souligner en jaune, j'essayais de trouver une page qui est bien soulignée, vous voyez. Hein, j'espère que les vôtres sont comme le mien. Plus je rageais. Je rageais parce que je me suis dit, d'abord, ils sont d'accord avec moi ou je suis d'accord avec eux, alors qu'est-ce que je vais pouvoir ajouter? J'ai failli annuler. J'ai failli annuler. Hein? Mais bon, on avait payé mon kilométrage, alors je me suis dit, je peux quand même pas faire ça à ma voiture. Et je me suis dit, ben, je vais leur parler d'autre chose. Je vais leur parler d'autre chose puisqu'on est complètement d'accord. Alors, de quoi est-ce que je vais leur parler? Ben, je vais leur parler de la même chose, mais autrement. J'avais préparé une série de blagues sur le monde médical. Par exemple, vous savez que je connaissais bien quelques ministres de la Santé. Par exemple, lorsque le Dr Rochon a créé Hémo Québec, hein, vous savez, j'ai dit, ben, le slogan, ça devrait être Hémo Québec pour créer des hémojobines. Il ne l'a pas trouvé plus drôle que vous. Il ne l'a pas trouvé plus drôle. Il m'a dit, ne la répète pas dans un congrès de professionnels des soins. Mais je n'arrive pas à me retenir. Alors, parler de la même chose autrement. Alors, je vais vous parler des cols bleus, pour commencer. Je vais vous raconter une histoire. Les élus d'une ville québécoise avaient un doute. Se pouvait-il que les entrepreneurs de leur région s'organisent pour faire grimper le coût des travaux? Est-ce que ce serait possible? Est-ce que ce serait possible que les entreprises s'entendent entre eux pour que les soumissions soient plus élevées? Et s'il n'y avait pas de collusion ni de fraude, ce qui arrive, ça arrive, qu'il n'y ait pas de collusion ou de fraude, se pouvait-il qu'il n'y ait pas assez de concurrents dans la région pour faire baisser les prix? Alors, cette ville du Québec a eu une idée. Elle s'est tournée vers son service des travaux publics, vers ses cadres et vers ses cols bleus syndiqués. Cols bleus syndiqués qui, comme vous le savez, sont les chouchous du monde syndical dans l'opinion publique québécoise. Ce n'est pas vous, les chouchous, là, c'est les cols bleus, surtout ceux de Montréal. Ils sont tournés vers les cols bleus syndiqués pour leur dire, si nous, on déposait une soumission pour certains des contrats de voirie qu'on donne au privé, qu'est-ce que ça donnerait? Ah, bonne idée. Ils se sont mis ensemble et ils ont fait une soumission. Une catastrophe. Ils sont arrivés 7e parmi les 7 soumissionnaires et ils demandaient 2 fois plus cher que celui qui a gagné la soumission. Là, ils se sont dit, il y a peut-être quelque chose qu'on a mal étudié dans notre affaire et comme l'aurait fait un autre entrepreneur qui aurait perdu sa soumission, ils se sont assis et ils ont dit, il y a sûrement des choses qu'on peut améliorer dans notre façon de faire pour battre l'entreprise privée sans réduire nos salaires, sans réduire le nombre de syndiqués, mais juste en utilisant notre connaissance fine
de ce qui marche, de ce qui ne marche pas dans l'organisation de notre travail. Et là, ils sont revenus, puis ils ont fait des soumissions. Puis la première année, ils en ont gagné 1 sur 2. Puis à partir de la 3e année, ils en ont gagné 2 sur 3. Et généralement parlant, ils vendaient 16 % de moins que l'entreprise privée. Et là, ce qu'ils ont fait, comme ils avaient ces contrats-là, ils ont embauché d'autres cols bleus syndiqués. Ils ont fait du temps supplémentaire. Ils ont dégagé des marges qui ne s'appellent pas de profit, puisqu'ils travaillaient pour la Ville. Et ces marges supplémentaires, bien, ils les reversaient dans leur équipement ou dans leur qualité de travail. C'est une expérience qui s'est passée dans une ville qui s'appelait Hull, qui s'appelle maintenant Gatineau. Et ça s'est passé de 1968 à 1984. Ça a permis à la ville de Hull d'économiser pour le bien public au-delà de 3,5 millions de dollars, puis à l'époque, ça voulait dire quelque chose, sans compter toutes les économies qu'on ne peut pas estimer parce que les entreprises privées qui ont gagné le tiers des soumissions soumissionnaient moins cher parce qu'ils craignaient de perdre face à ce qui était devenu la redoutable équipe des travaux publics et des cols bleus syndiqués. Et je reviens à cette idée-là maintenant. Et pourquoi ça s'est arrêté? Bien, c'est parce que l'entreprise privée a dit « ça ne peut plus durer ». Ça ne peut plus durer. Et la Ville a été trop faible pour dire « non, il faut que ça dure ». Alors, on se reporte à 2011, où on sait qu'on a un problème majeur de collusion et de corruption dans les travaux publics, de vente d'élections clés en main avec des retours d'ascenseur. Puis on se dit « oui, mais regardez là, la solution à la corruption, elle est chez les cols bleus. Si on veut faire en sorte que l'entreprise privée fasse des soumissions qui ont de l'allure, si on veut introduire de la compétition, si on veut introduire de la clarté puis de la lumière dans ce qui est sale et tordu et croche, la solution, elle vient des cols bleus. Personne avant moi ne vous avait dit ça, n'est-ce pas? Hein? Vous allez même avoir une hésitation à le répéter à vos beaux-frères, n'est-ce pas? Légère hésitation. Mais pourtant, ce qui est perçu comme le problème est parfois la solution, si on voit les choses autrement. Et s'il est vrai que ceux qui font un tort considérable à la réputation syndicale au Québec, c'est-à-dire les cols bleus, ont en eux la capacité de résoudre un des plus grands problèmes qui afflige le Québec en ce moment, celui de la corruption dans les travaux publics, imaginez ce qui est chez vous, ce qui est entre vos mains, ce qui est dans vos têtes, vous qui avez avec raison la faveur du public, vous qui êtes dans un secteur névralgique, vous qui savez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas dans un service essentiel. Alors c'est ça l'histoire des cols bleus de Hull. C'est l'histoire du harnachement possible, du savoir, des qualités et de l'ingéniosité des artisans du secteur public dans la santé en ce qui vous concerne, en éducation, dans la fonction publique ou ailleurs. Vos dirigeants syndicaux vous l'ont dit, vous en avez discuté dans vos comités, il y a une certitude. La première certitude, c'est que les Québécois ont décidé depuis longtemps d'avoir un secteur public plus lourd dans leur société que c'est le cas en Ontario et encore plus aux États-Unis. Et que puisque c'est le cas, ce choix sera toujours sur la défensive. Sur la défensive face à des puissances d'argent qui veulent faire des sous avec la santé et l'éducation, et face à des puissances idéologiques qui disent que l'État devrait se désengager au maximum. Alors, vous savez, 45% des Canadiens anglais ont voté pour un gouvernement qui veut ça et qui va faire ça au niveau fédéral. Nous, on est 83% à ne pas avoir voté pour ce gouvernement, mais on est les genres de passagers clandestins sur ce Titanic qui s'en va vers l'iceberg du néolibéralisme.
Hier, Bernard Landry a fait un carambolage de métaphores extraordinaires sur la question de la question du jour d'hier. Il a dit, ces démissions, je fais une digression si j'ai le droit, hein. Ces démissions sont la goutte qui font déborder le vase qui va provoquer un tremblement de terre et un tsunami qui pourrait être favorable au PQ. Alors, donc, la goutte est tombée sur le vase. Le vase est tombé sur un genre de faille sismique et a provoqué le tremblement de terre qui a déclenché le tsunami. Il faut faire attention avec ces métaphores, on peut aller trop loin. On peut aller trop loin. Aucun rapport avec mon propos général, mais puisque c'est le matin, le café n'a pas encore fait totalement son effet. Je me suis dit que dès que je vois quelqu'un bâiller, je raconte une blague. Ne faites pas exprès, vous, là-bas, là, OK? Ouais. Alors, donc, le secteur public va être sur la défensive. Il va constamment y avoir des volontés de réforme qui vont venir de la droite. Il va constamment y avoir de la pression de la part de l'opinion publique pour plus de qualité, plus de compétences, plus d'efficacité. Mais comme les besoins augmentent, la satisfaction est toujours comme un horizon qui s'éloigne à mesure qu'on s'approche d'elle. Vous savez, il n'y a aucun doute aujourd'hui que dans le système de santé, on soigne plus rapidement, à moindre coût, plus de gens qu'il y a 10 ans. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et pourtant, le taux d'insatisfaction général, le taux de satisfaction de ceux qui sont dans le réseau, vous le savez tous, est excellent, mais le taux de satisfaction général est toujours aussi faible. Une des raisons, vous le savez, c'est qu'avant, quand ils étaient venus 2 fois à l'urgence, ils mouraient. Maintenant, on les soigne. Ils viennent 22 fois. C'est une donnée de base. Je veux dire, par exemple, les statistiques des meurtres aux États-Unis, ça baisse. Pourquoi? Bien, parce qu'avant, les victimes de tentatives d'assassinat, ils mouraient. Maintenant, on les soigne. Alors, c'est des tentatives de meurtre. C'est plus des meurtres. Mais ce n'est pas la volonté de celui qui a tiré qui a changé. Il voulait le tuer. Mais c'est que les professionnels des soins ont réussi à le sauver. Alors, il fait 10 ans de prison de moins, grâce à vous. Bon, grâce à vous. C'est votre faute. Hein? Bon. Ah ben oui. Prenez la responsabilité. Alors, on est comme dans cette situation où, malgré toutes les améliorations au système, c'est comme si on se tirait dans le pied. Meilleur on est, plus il y a de la demande de soins. Bon, ça, il faut savoir ça. Une fois qu'on sait ça, ça veut dire que la pression pour réformer le système est constante. Et si on laisse à la droite le monopole de la réforme, ça va être des réformes de droite. Ça va être des réformes du haut en bas. Ça va être des réformes où on va utiliser les termes d'efficience, d'efficacité, de reddition de comptes comme un fouet contre vous. Et puis, à mesure qu'on l'utilise comme un fouet contre vous, on dit que ça doit être mauvais, ces idées-là. Mais ça peut être autre chose qu'un fouet. Ça peut être une vitamine, si c'est nous qui concevons la façon de faire en sorte qu'on soit plus efficient, plus efficace, qu'on rende des comptes à nous, entre autres. Alors, c'est un changement complet de culture qui vous est suggéré aujourd'hui dans ce congrès. Et ça prend beaucoup de courage pour envisager ça, parce que c'est un changement qui peut faire très peur. Mais ne pas le prendre, ce virage, ne pas tenter cette expérience, ça veut dire se camper dans une position du refus, du fait de subir les réformes, qui souvent ne fonctionnent pas justement parce qu'elles viennent d'en haut, et c'est se mettre dans une position d'arrière-garde qui, à la fin, va nous épuiser et est vouée à l'échec. Alors, le renversement de position, c'est de dire non. Nous, on sait que pour défendre le secteur public, pour défendre le service public, nous allons vivre un processus ininterrompu d'amélioration
de la qualité de notre service. Ça va être là-dedans qu'on va être. Pendant toute notre vie, ça n'arrêtera jamais. Et qui va déterminer les conditions et les objectifs de cette amélioration? On ne veut pas que ce soit l'Institut économique de Montréal et le Conseil du patronat, et on ne veut pas que ce soit seulement nos amis qui sont au Collège des médecins. Pas seulement eux. Hein. Et on a un gros argument parce que s'il y a quelqu'un qui sait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, au ras des pâquerettes, dans les corridors, dans les salles d'urgence, dans l'organisation du travail, ce sont les professionnels des soins. C'est eux qui savent. Et les bons gestionnaires vous diront que la moitié de l'innovation, même dans les grandes compagnies comme Apple ou Google, vient des employés, vient des salariés. La moitié, 1 sur 2. Et plus on les laisse innover, plus on les écoute dans l'innovation, plus l'organisation, l'entreprise sait s'adapter, sait innover. On sait aussi que la moitié des gains d'efficacité vient de l'organisation du travail. Ce n'est pas la pilule miracle, ce n'est pas le nouvel équipement, c'est l'organisation du travail. Alors, moi je pense, et je l'ai écrit dans un livre qui s'appelle « Pour une gauche efficace », je pense que si on veut sauver notre service public au Québec, il faut harnacher la volonté, la créativité des artisans du secteur public. Elle est là, la solution. Elle n'est pas dans des solutions gestionnaires à la François Legault. Elle n'est pas dans des solutions tapées sur le clou à la gouvernement Charest. Elle n'est pas dans des solutions de privatisation à la sauce ADQ. Elle est dans le harnachement des volontés. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Parce qu'il y a un gros problème. Supposez que vous décidez d'être du côté de la réforme. Nous, on va vous le dire, direz-vous, comment organiser les soins pour que ça aille mieux et que ça coûte moins cher. Bien là, vous avez un problème parce que, d'abord, il y a beaucoup de vos collègues qui vont dire « ça, c'est pas notre job, ça. Nous, on est des salariés, on fait notre job, on le fait bien, mais on n'est pas des gestionnaires. Ce n'est pas à nous de dire ça. Okay? » Donc, ça, c'est la première résistance que vous allez avoir. Vous allez avoir des cadres syndicaux, quelques-uns, qui ont de toute évidence été mis en minorité dans le débat pour produire ce document, qui vont dire, bien, nous, on fait du syndicalisme. On ne fait pas de l'organisation du travail. Vous allez avoir des cadres qui vont dire, mais de quoi vous mêlez-vous? C'est moi le gestionnaire. C'est moi qui organise les horaires. C'est moi qui organise. Vous avez une convention collective, vous vous y tenez déjà, c'est assez lourd. Vous n'allez pas, en plus, essayer de faire des réformes. Vous allez avoir des fonctionnaires du ministère qui vont dire, non, 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 c'est nous, on connaît les experts, puis on a des consultants, là, c'est nous qui savons quelle réforme faire. Puis vous allez avoir des ministres, des premiers ministres qui vont dire, ben non, la dernière chose qu'on veut, c'est que les salariés syndiqués se mettent à nous dire comment gérer un pan de l'État. Alors ça, c'est quelques-uns des obstacles qui sont devant vous. Je tiens à vous le dire tout de suite. Okay? Et vous allez avoir des tentatives de bonne foi qui vont se faire et qui vont échouer. Et des gens ils vont dire, vous voyez, hein, ça n'a pas marché. Ils l'ont essayé à Sainte-Anne-de-Bellevue, là, et ils ont voulu jouer, là. Ils ont fait des propositions, ils se sont montrés flexibles. Là, les patrons, ils ont pris ça, ils ont tordu ça, ils ont pris la moitié qui faisait leur affaire, l'autre moitié, ils l'ont jeté de côté, puis là, nos amis à Sainte-Anne-de-Bellevue, là, sont en pire situation qu'avant. Ils n'auraient donc pas dû essayer. Okay? Ça va arriver. Ça va arriver. Et pourtant, la voie de l'appropriation de la réforme par les artisans du secteur public, c'est la seule qui nous mène en avant. C'est la seule qui nous mène à la fois à la transformation de la culture dans le secteur public, la vôtre, la culture des cadres, la culture du ministère, et c'est la seule qui mène à la réappropriation de la fierté d'avoir choisi, comme vous l'avez fait au début de votre carrière, et comme vous le refaisez chaque lundi matin, d'avoir choisi des professions qui servent le public. Et c'est extraordinaire, depuis 20 ans, l'érosion dans le sens de l'État
et le sens du service public qui vous a été asséné par une idéologie puis un gouvernement qui dit « moins on aura de travailleurs travaillant pour l'État, mieux ce sera. S'il y en a 2 qui partent à la retraite, il y en a 1 sur 2 dont je ne veux pas. Et puis on va essayer de faire en sorte que, première question, est-ce que le privé peut le faire? Et c'est seulement si je réponds non que je vais le laisser au service public. » Je n'en reviens pas que dans ce climat, vous soyez là tous les lundis matins pour faire votre 110 % pour le service public. C'est admirable. Mais il faut changer ça. Il faut qu'à la fois les artisans du secteur public se sentent valorisés dans ce qu'ils font, et pour être valorisés dans ce qu'ils font, il faut qu'ils aient une plus grande maîtrise sur ce qu'ils font, comment ils le font, comment ils seront évalués pour le faire et comment ça va s'améliorer et qu'ils puissent en tirer des bénéfices. Alors écoutez, contrairement à tout ce que vous avez entendu sur la gestion, il est faux de dire que c'est l'argent, les primes, qui font en sorte que les gens s'engagent plus dans leur milieu de travail. Toutes les études en sciences sociales, qui ne sont pas enseignées, semble-t-il, aux hautes études commerciales, disent que les gens s'engagent dans leur travail lorsqu'ils se sentent écoutés, lorsqu'ils participent à l'organisation de leur travail et lorsqu'ils sentent qu'ils font partie d'une équipe qui fait avancer les choses. Ça, c'est la clé. C'est la clé. À partir du moment où le salaire est correct, le reste, c'est ça. Mais quand on est dans une période de transition, il est bien de huiler le rouage un petit peu. Il est bien de faire en sorte qu'il y ait aussi un gain sonnant et trébuchant. Et moi, je pense que, par exemple, si vous donnez un service au privé et qu'il le prend pour 100 000 $ et qu'il réussit à livrer son service pour seulement 80 000, le 20 000 de différence, il le met dans ses poches. On ne le verra jamais. Mais si on dit non, c'est l'équipe des salariés syndiqués, 2 cadres à l'esprit ouvert qui va modifier l'organisation du travail et qui va faire en sorte que ce qui coûtait 100 000, ça coûte 80 000, ou ce qui prenait 4 jours, ça prend 3 jours. Il y a un gain. Il y a un gain mesurable économiquement pour le service public. Il ne va pas dans le privé. Où va-t-il? Il reste dans le service public. Il est réinvesti dans le service public. Mais moi, je dis, faisons en sorte que si on réussit à créer une situation où 100 fleurs s'épanouissent, c'est-à-dire que de façon décentralisée, il y a des expériences qui se font ici, là et ailleurs pour modifier l'organisation du travail, essayer une nouvelle façon, essayer un nouvel horaire, et que tout à coup, on se rend compte qu'il y a un gain de 10 ou de 20 %. Qu'à la fin de l'année, il y a un comité qui dise, bon, mais on se rend compte que cette année, il y a eu 25 innovations par des équipes et on va leur donner une bourse à l'innovation. On ne va pas mettre ça dans leur échelle salariale, puis ils ne vont pas se demander, mais toi, tu en as eu plus que moi. Non, on va donner une bourse aux membres de l'équipe qui a fait une innovation pour dire, bien, en plus, on te rend une partie de ce que tu as trouvé qu'on peut dégager partout. Ça va peut-être aider quelques-uns de vos collègues à dire, bien là, effectivement, si on a un petit 2000, tu sais, bon, changer mon barbecue, j'ai pas un barbecue de l'année. J'avais pas un barbecue de l'année, je vais pouvoir m'acheter le barbecue de l'année. Je vois que je suis pas loin du réel là, quand je dis ça. Hein? Alors, essentiellement, là, je vais regarder mes notes, vous voyez, vous m'avez inspiré. Alors, je vais conclure en vous disant, si vous réussissez à faire ce changement, il me reste combien de temps, là? Quelqu'un? Il me reste 1 heure. Okay. Non, mais c'est parce qu'il y a des questions. J'aime ça. Ils ne disent pas ça d'habitude. C'est fini depuis 5 minutes. Bon, non, mais c'est bien. Monsieur Lisée, oui? Il vous reste 6 minutes 42. 6 minutes 42. Mais vous aurez l'occasion de reprendre le micro pour répondre aux questions et commentaires. C'est très bien, je vous remercie. Je vais revenir à la Centrale des infirmiers du Québec, avec cet accueil. Si vous réussissez, dans l'opinion publique, à dire « nous ne sommes pas ceux et celles qui empêchent le changement et empêchent la qualité et empêchent l'amélioration du service public »,
Nous sommes celles et ceux qui le proposons et celles et ceux qui le voulons. Et il y a des gens qui nous en empêchent. Il y a des cadres, il y a des sous-ministres, il y a des ministres qui nous empêchent d'améliorer le système pour le bien commun. Ce sera un renversement de débat dans l'opinion publique qui sera extrêmement positif parce que là, l'opinion, en ce moment, vous aime et vous estime pour ce que vous faites tous les jours dans les hôpitaux et dans les services sociaux. Mais là, ils vont vous aimer aussi parce que vous incarnez la réforme et ceux qui incarnent le statu quo, c'est les autres. Et si vous faites ce renversement, peut-être qu'il y a de l'espoir même pour l'école bleue. Je vous remercie beaucoup.